Culture Soccer. Bonjour à tous, bienvenue à CS à l'érable. Ici Daniel Cameron qui sera votre animateur aujourd'hui. On salue Hedy pour l'occasion et je suis accompagné de mon cher confrère Alex Rupert. Salut Alex, comment ça va? En forme, et toi? En forme, toujours content d'être de retour. Ça faisait longtemps, j'espère que tu ne m'avais pas oublié. Ah, jamais. C'est un réel plaisir de t'avoir de retour et de discuter de foot avec toi. Merci, tout le plaisir est pour moi. Depuis que je suis parti, je sais que j'ai manqué beaucoup de grands événements dans le soccer canadien, mais je suis revenu à temps pour des événements quand même historiques, si on veut, au niveau féminin et masculin. On va commencer par les Jeux olympiques de Tokyo. Depuis le dernier épisode, il y a eu des matchs très importants pour l'équipe canadienne. Il y a eu les quarts de finale contre le Brésil qui ont eu lieu le 30 juillet, qui sont soldés par un score de 0-0 après prolongation. Et après une séance de tir au but haletante, l'équipe canadienne a gagné 4-3. D'ailleurs, malheureusement, Sinclair avait raté le premier. Par la suite, il y a eu il y a eu en même temps d'autres demi-finales, d'autres quarts de finale, pardon. Alors, les demi-finales, c'était Canada-États-Unis, comme on se retrouve, et Suède-Australie. Et l'équipe canadienne a héroïquement gagné 1-0 sur un penalty de Jesse Flemings à la 75e minute. Pendant ce temps-là, la Suède a battu l'Australie 1-0. Donc, je voulais te demander, là, on est tous impatients. La finale aura lieu le 6 août entre le Canada et la Suède. Une finale très attendue. Tu penses quoi de la fameuse phrase de Beth Priestman qui a dit qu'il voulait changer la couleur de la médaille? Qui l'aurait cru? Parce qu'au début, quand elle avait dit ça, lors de son embauche, personne n'y croyait beaucoup. Tout le monde pensait qu'elle était une éternelle optimiste. Elle était éternellement optimiste et rêvait un peu dans les couleurs parce qu'on connaît tous la force des États-Unis et la montée en croissance du foot féminin européen. Personne ne croyait vraiment à cette phrase-là, puis force est d'admettre qu'elle avait vu juste. Est-ce- Mais la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'elle avait vu juste parce qu'elle croyait vraiment en la force de son effectif avec la performance du Canada ou c'est parce que les Américaines ont sous-performé? Tu sais, parce que je vais revenir au match sur le Brésil. Tu sais, tu sais, ce qui a vraiment été la force du Canada, ça a été la défensive canadienne qui est, faut pas se l'avouer, faut pas se leurrer. Le Canada, c'est une des meilleures équipes défensives sur la planète. On l'a démontré tout le long du tournoi. La défense n'a jamais été le problème avec le Canada. C'est plus générer des chances et marquer des buts. C'est ça qui a fait un peu défaut. Donc, il faut aussi souligner l'excellente performance de Stéphanie Labbé dans les buts contre le Brésil qui nous a permis de passer au tir au barrage. Et pour ce qui est du match contre les Américaines, mais les Américaines qui ont quand même donné le ton au match en deuxième demi, car la première demi était pas mal partagée, puis le Canada paraissait très bien. Euh, la seule constante avec l'équipe canadienne, c'est vraiment la défensive qui a été solide. Vanessa Gilles qui a fait toute une performance avec Kedisha Buchanan. Euh, et quel tir de pénalty donné par Jessie Fleming. C'était de toute beauté, sans froid. Les Américains n'ont jamais pu revenir dans le match. Donc, c'est mission accomplie pour Beth Priestman qui, malgré tout, arrive à propulser le Canada vers un match de médaille d'or contre la Suède. Euh, Moi, je suis heureux personnellement parce que ça fait combien d'années que Christine Sinclair rêve de ce genre de triomphe dans sa carrière avec l'équipe Canada. Elle a donné tout ce qu'elle avait à donner dans sa carrière internationale
pour les Coupes du Monde, pour les Jeux olympiques. On va se rappeler du match controversé en 2012 où est-ce que le Canada aurait dû gagner. Juste pour nos auditeurs, en 2012, c'était les Jeux olympiques de Londres et Christine Sinclair qui va de 3 buts au Wembley Stadium. Et on a été victime on a été victime de l'arbitrage controversé qui a permis aux Américaines de revenir dans le match et de l'emporter. Mais c'est juste, comme on dit, c'est une belle vengeance. On a battu les Américaines, c'est une première en 20 ans. Et mission accomplie pour Bev Priestman encore. Je sais que Megan Rapinoe, elle n'était pas très contente. Elle était J'allais plus. te le sortir d'ailleurs. Ouais, je pense qu'elle était plus déprimée de perdre contre le Canada que perdre tout court. Puis je pense que. Puis ça, c'est un peu ce qui m'agace avec l'équipe, le Canada en général. Genre, j'aurais bien aimé ça que les filles dansent sur le terrain, puis imitent un peu les Américaines qui aiment ça, se payer la tête de leurs Être baveuse, adversaires. comme on dit au Québec. Ah ouais, il aurait fallu être baveuse parce que je pense que les Américaines le méritaient, puis juste voir leur face d'enterrement, c'était toute beauté. Puis, j'ai bien hâte à la finale. Je ne sais pas ce que ça va donner contre la Suède, mais qu'on gagne ou qu'on perde, c'est mission accomplie. Moi, personnellement, j'espère la médaille d'or parce que je pense que Christine Sinclair, qui est la meilleure joueuse de foot de tous les temps, à mon avis, mérite sa fin de carrière à l'âge de 38 ans de se couronner, d'être couronné avec une médaille d'or. Donc, moi, je lui souhaite la meilleure des chances et tout le Canada va regarder ça avec le plus gros intérêt. Bien sûr, là, on dirait qu'il y a comme un intérêt soudain qui est né pour l'équipe féminine olympique. D'ailleurs, quand tu parlais tout à l'heure du jeu offensif, c'est vrai que si on regarde un peu le parcours jusqu'en finale, tu sais, la phase de groupe avec 5 points, 2 matchs nuls, une victoire. Après ça, le match contre le Brésil, un 0-0. Le match contre les États-Unis, un penalty litigieux. Tu sais, as parlé de l'arbitrage, mais là, tu sais, on s'entend que l'arbitrage a tourné de l'autre bord cette fois-ci, là. Mhm. C'était pas non plus le penalty le plus évident. Mais des fois, c'est les chemins jusqu'en finale, c'est pas toujours les plus beaux parcours, hein. C'est sûr. Puis, tu sais, tu sais, les fans américains peuvent dire ce qu'ils veulent. Oh, on est les meilleurs sur la planète. On a gagné la Coupe du Monde. Ouais, mais si on gagne une médaille, la médaille d'or olympique, c'est comme nous autres les meilleurs parce que contrairement à ce que tu peux dire du foot masculin, tu sais, aux Jeux olympiques, tout le monde amène leur équipe A. Fait que, tu sais, Effectivement. c'est notre équipe A qui a battu leur équipe A. Puis si on gagne une médaille d'or ou d'argent, mais jusqu'à la prochaine Coupe du Monde, c'est nous les meilleurs. That's it. Ouais. Là, par contre, la Suède, hormis la demi-finale, elle a une moyenne de 3 buts par match, là, que ce soit en phase de groupe, 3 buts marqués, bien sûr, par match Mhm. en phase de groupe ou encore, est-ce que tu penses que une équipe qui sa force, c'est l'offensive contre une équipe qui sa force, c'est la défensive, on t'attend un match serré? Oui, on a une expression en anglais, c'est la force immovable object. Dans le fond, c'est l'attaque qui est inarrêtable contre le mur qui est infranchissable. Fait que c'est ce genre de match-là auquel tu t'attends. Donc, est-ce que, dans le fond, la grosse question, c'est est-ce que l'offensive suédoise sera meilleure que la défensive canadienne? Ça, de base, ça, c'est ton match. Là, tu as les impondérables. Est-ce que la défensive suédoise va sous-performer ou est-ce que l'offensive canadienne va jouer à la hauteur de son talent? Puis, tu sais, tu prends comme quelqu'un comme Christine Sinclair, c'est pas, elle a pas un problème. L'offensive est pas que. Le problème avec le Canada, c'est que tout passe par Christine Sinclair, quoique Janine Becky a été incroyable pendant. Tu sais, il faut quand même souligner qu'elle a bien joué pendant le tournoi pour le Canada. Mais tu sais, Bien sûr. j'aimerais bien ça, une Jordan Wiedemann du Paris Saint-Germain qui décide, ben moi, je me lève pour le match contre la Suède, puis je vais prouver à tous mes détracteurs que je méritais d'être là, que je suis le futur de ce club-là. Puis, elle va peut-être marquer 1 ou 2 buts. Elle a le talent, elle a le potentiel, elle a
tous les attributs physiques pour y arriver. C'est à elle de se lever puis de saisir le moment. Si Jordan Huitema fait ça, je pense qu'on a d'excellentes chances de battre la Suède. Sinon, ça va vraiment être une question de qui va mieux jouer. Est-ce que ça va être la défensive canadienne ou l'offensive suédoise? Fait que ça risque d'être une guerre d'attrition. Donc, ça va rester à suivre. Ouais, ben, j'ai bien hâte de cette finale. D'ailleurs, à cause de la chaleur au Japon, je sais qu'il y a eu une demande de l'Association canadienne pour reporter le match. Je ne sais pas s'il y a eu du nouveau par rapport à ça. Donc, j'ai hâte d'en savoir davantage. Là. Ça risque d'être un match enlevant. Puis honnêtement, ça serait fantastique que ça se termine par on va dire, par une médaille d'or parce que ce serait tellement symbolique, là, tout ce qui entoure ça. Puis comme je dis, c'est pas toujours les meilleurs parcours ou les meilleurs effectifs qui gagnent, hein, des fois. Je pense que c'est pas nécessairement la meilleure génération canadienne, mais il y a quand même, tu sais, un projet commun et tout, puis il suffit de faire un bon tournoi pour que ça se passe parfois mieux que prévu. Ben justement, tu sais, tu t'amènes un bon point, puis ça pourrait nous amener vers le sujet de la Gold Cup. C'est pas nécessairement la meilleure équipe qui peut gagner le tournoi. Tu sais, t'as plein de circonstances qui peuvent faire en sorte que le gagnant du tournoi n'est pas nécessairement l'équipe à laquelle tu t'attends. Il y a plein d'impondérables, de l'arbitrage, de la profondeur, tu sais, le schéma tactique. Donc, c'est sûr que les Suédois sont favorites, mais le Canada, défensivement, ont été très solides. Le mur, Vanessa Gilles et Kedishan Buchanan. Stéphanie Labbé qui fait une excellente performance. Les latéraux qui jouent très bien. Le milieu de terrain qui se débrouille pas si mal. C'est juste l'étincelle offensive qui manque dans le fond. Donc, on va espérer que ça va s'allumer contre la Suède en finale. Ouais, ben ce serait le meilleur des scénarios, là, avec tu sais, une espèce de progression dans le tournoi, puis il se termine en beauté avec une victoire contre la Suède. C'est tout le mal qu'on souhaite à l'équipe, et surtout à Christine Sinclair, qui est un peu, on s'entend que c'est probablement son dernier tournoi. Euh, Absolument. Pardon? Ouais, absolument. Puis, tu sais, honnêtement, tu sais, qu'on gagne ou perde, sérieusement, c'est tout un accomplissement de l'équipe canadienne. Je pense que ça risque d'être leur meilleure performance, presque tout tournoi confondu. Donc, tu sais, on va leur souhaiter la meilleure des chances. Puis, sérieusement, ça leur vaut une très belle main d'applaudissement. En tout cas, à Étape suivre. excellente. C'est vraiment c'est un moment historique là, pour le soccer canadien, le soccer féminin dans son ensemble, parce que tu sais, t'as une nouvelle équipe qui montre son nez. Tu sais, l'équipe canadienne, c'est l'équipe qu'on dit ouais, ils sont pas loin, ils sont à ça d'être à ça, tu sais. Euh, donc là, ce serait peut-être l'occasion justement d'y arriver. Puis ce serait tu sais, une bonne consécration pour Christine Sinclair, pour Beth Priestman, qui a été tu sais, lucide dans ses choix de joueuse et tout. Donc au final, ça serait incroyable. Puis on va leur souhaiter une très bonne chance. Tout le Canada est derrière elle, derrière cette équipe fantastique. Tu as parlé maintenant du prochain sujet. Concernant la Gold Cup et le match crève-cœur entre le Canada et le Mexique, en tout cas, il y a eu deux beaux pénaltys du côté mexicain et un exploit individuel du côté de Tejan Buchanan. De ton côté, qu'est-ce qui t'a le plus impressionné, le plus déçu du côté du match en général, là? Ah, OK. Ben, je vais essayer tu sais, tu sais, premièrement, tu sais, pour nos auditeurs, tu sais, je vais essayer de donner tu sais, quelques impressions, tu sais, puis je vais répondre à ta question, bien sûr. Je vais commencer avec l'alignement. Tu sais, je pourrais juste dire que dans les buts, c'était notre fier gardien du CF Montréal, Maxime Crépeau, qui était fidèle au poste. CF Euh, Montréal? CF Montréal? ben, j'essaie Vancouver des, Whitecaps. Ah, Maxime Crépeau. Ah, ben oui, les Vancouver Whitecaps. Ben, vous savez, les auditeurs, ben, je me suis toujours pas remis
Son de transfert. l'impact de son transfert, de l'impact de Montréal aux Vancouver Whitecaps pour la euh, grandiose somme de 50 000 dollars. Puis juste pour le bénéfice de nos auditeurs, savais-tu que Montréal a payé plus cher pour les services de Joel Waterman du Cavalry FC de la CPL que Montréal a vendu Maxime Crépeau aux Whitecaps de Vancouver? Fait Non, que ça ben en fait fait, il y en a un qui était du Gam Tam Amstramgram, puis l'autre c'était du vrai argent. Fait que je peux pas vraiment comparer. Tu sais, en non, s'entend ben, qu'en MLS, c'est pas du vrai argent, là, c'est de l'argent Monopoly. c'est Euh, 50 000 dollars Crépeau. c'est 50 000 Monopoly, alors que l'autre, c'est de l'argent vrai, là, parce C'est qu'il de la était. vraie. Puis c'était 6 chiffres. C'était au moins 100 000 dollars que Montréal a payé C'est pas pour. ça que j'avais entendu comme chiffre, mais en tout T'es cas, on le sûr? saura jamais. Moi, j'avais entendu 80 000. Ah, ben, c'est déjà plus que Crépeau. Fait que, Ben, en fait, on le trop. saura jamais parce que on s'entend que ça n'a jamais été révélé. Est-ce que ça va être révélé un jour? Ah, Contrairement aux transferts intra-MLS qui sont révélés, ça peut être, on saura peut-être jamais le montant de transfert de Joe Waterman. Est-ce qu'il y a eu des bonus? Est-ce que ci, est-ce que ça? Puis c'était en canadien, l'autre est en US. Puis comme je dis, il y en a un qui est en argent Monopoly, puis un qui est, qui est en vrai argent. Donc, en tout cas, Crépeau, ça, c'est moi aussi, c'est un transfert crève-cœur, hein. absolument. Absolument. Puis, tu sais, je pourrais essayer de trouver ça plus tard. C'était quoi le prix? Parce que je sais que pour des choses comme ça, la CanPL, tu sais, ils vont tout faire pour se vanter le plus qu'ils peuvent. C'est vrai, tu as raison, la CanPL n'a pas voulu divulguer le frais de transfert. Je pense que c'était des sources indépendantes qui ont comme coulé que c'était 6 chiffres, mais officiellement, ça n'a pas été divulgué. Mais pour revenir à l'équipe canadienne qui a participé au match contre le Mexique, donc on jouait avec une défense à 3 défenseurs. Du côté gauche, vous aviez Kamal Miller du CF Montréal. Au milieu, vous aviez le controversé Donnell Henry. Et du côté droit, vous aviez Alistair Johnston. Donc, Donnell Henry, pour ceux qui ne savent pas, joue en Corée du Sud pour les Suwon Blue Wings. Et Alistair Johnston joue en MLS pour le Nashville FC. Il y a tellement de FC en MLS, ça devient facile. Je vais juste dire le nom de la ville, puis je vais juste rajouter FC après. Fait que c'est pas super. Fait T'as que, une chance sur. ouais, j'ai une chance sur deux de me tromper. Tu as tout à fait raison. Euh, Sinon, ensuite, ben, comme piston gauche, c'était le Richie Lai, comme qui veut qu'on appelle son nom, pour ceux qui l'ont connu sur le nom de Richie Laryea du Toronto FC. Ensuite, piston droit, c'était Tajan Buchanan du New England Revolution. Vos milieux de terrain, Mark Anthony Kay du Los Angeles FC, d'ailleurs, qui a été échangé au Colorado Rapids pour une somme qui excède 1 million de dollars. Si vous me demandez mon avis, je ne pourrais pas vraiment rentrer dans les détails de la transaction parce que la MLS, vous savez, ils ont les calculs financiers, le GAM, le TAM, le whatever. Je pourrais rentrer Sans dans les commentaire. acronymes sans commentaire, j'en finirai plus avec les acrobaties euh, fiscales. Puis tu sais, je peux juste ouvrir une petite parenthèse là-dessus, les acrobaties fiscales, vous penseriez que toutes ces acrobaties fiscales-là feraient en sorte qu'on pourrait gagner une Ligue des champions, mais ça ne fait aucune différence. Fait que moi, dans ma tête, je me dis, à quoi ça sert? Fait que ça, c'est juste mon opinion, c'était juste mon 30 sous. Ensuite, vous avez le super milieu de terrain que j'agace Adi et Daniel Cameron depuis des années, Stephen Eustachio du Passos de Ferreira, de la Passos. Passos. Pachoche. OK. Passos. Pachoche de Ferreira. C'est un Portugais qui me l'a dit, donc je suis sûr de ma source. Bientôt, je vais dire soit Braga ou Napoli, mais ça a l'air d'être Braga. Fait que, Oh, oh ouais, ça c'est notre histoire, le fameux transfert à venir de Stephen Eustachio. Je pense l'été, on va devoir animer une chronique Mercato un jour, là. ben, il n'y a pas le choix parce qu'il a dit qu'il doit reconnaître que j'avais pas tort parce qu'il disait tout le temps, ben, c'est Samuel Piette, c'est Samuel Piette, puis c'est Samuel Piette. Puis j'étais comme, non, Stephen Eustachio peut tout faire.
Stephen Eustaquio, puis ça, je pense que je l'avais dit soit la semaine dernière ou il y a 2 semaines, puis ça, je donne le crédit à Kristen Jack de One Soccer qui avait dit que Stephen Eustaquio, il est un excellent milieu défensif, qui est un excellent milieu de terrain et qui est aussi créatif qu'un milieu offensif. Dans le fond, Stephen Eustaquio, c'est le milieu de terrain le plus complet, à mon avis, de la région. Puis, je pense que tu peux le comparer à peut-être Alvarez du Mexique. Moi, je pense que soit Alvarez ou Herrera du Mexique sont proches de Eustaquio. Je pense que les trois sont du même niveau, mais Eustaquio, c'est un milieu complet. Euh, Puis on l'a vu dans ses performances individuelles. Quel joueur! C'était de toute beauté. Ensuite, l'autre milieu de terrain, c'était Jonathan Osorio du Toronto FC. Et pour nos attaquants, Junior Hoilett, qui n'a pas de club. Mais bien sûr, on va revenir là-dessus plus tard parce que Junior Hoilett, on pense qu'il va soit se ramasser en English Championship, deuxième division anglaise, avec le Reading ou Middlesbrough. Et ensuite, l'autre attaquant, puis là-dessus, je n'étais pas trop d'accord avec ce choix-là, c'était Tayshan Akindele du Orlando FC. Parce que personnellement, j'aurais préféré le jeune et fugueux de 18 ans, Theo Corbiano des Wolverhampton Wanderers en English Premier League. D'ailleurs, il a joué quelques minutes en English Premier League. Et cette semaine, ça a été annoncé qu'il a été prêté au club. On va rouler les tambours. Sheffield Wednesday en English League One. Donc, c'est la troisième division. Et bien sûr, je vais faire. À ne pas confondre avec Sheffield United. Exactement. Sheffield United qui joue en deuxième division. Ils ont été relégués. Ouais, c'était le club de notre ami Daniel Jebison. Exactement. Et d'ailleurs, Daniel Jebison, je crois que c'est un Canadien qui est éligible pour l'Angleterre et le Canada. Sheffield United devrait prochainement annoncer qu'il partira en prêt. Je ne pense pas qu'il va rester avec le club. C'est à suivre. Mais pour Theo Corbiano, c'est un excellent niveau pour lui. Puis je sais que Adi était vraiment pas d'accord. Alors, je te salue, Adi. Puis je sais que tu vas vraiment pas aimer ce que je vais dire. Pour moi, la English League One, qui est la troisième division anglaise, c'est un niveau équivalent à la MLS. Je ne crois pas que la MLS est de niveau Championship. Je n'y crois pas. Je regarde assez de League One et de Championship pour affirmer que ce n'est pas le cas. Donc, je pense que Theo Corbiano a 18 ans à Sheffield Wednesday, qui était un des clubs qui n'aurait pas dû être relégués, mais ils ont été relégués parce qu'ils ont été punis. Ils ont perdu des points. Ils ont perdu des points pendant le championnat pour raison de pénalité. C'est un des clubs qui est favori pour remonter en Championship. Donc, Theo Corbiano, à 18 ans, aura toutes les chances pour se faire valoir et prouver qu'il est un joueur qui mérite au moins le niveau de Championship. J'aurais adoré le voir comme partant dans le match, mais c'était Tayshan Akindele. Donc, ça, c'est votre aliment partant. Donc, pour te répondre à ta question, Daniel, qui m'a un peu déçu? Ça va pas être difficile, c'est Donnell Henry, parce que je vous le dis, ça fait des années que je vous dis que quand ce gars-là est sur le terrain, il me donne des crises cardiaques, je fais des palpitations au cœur. Malgré mon âge, et je pense que je suis très jeune, quand même assez jeune, il ne faut pas se faire leurrer par les cheveux gris, mais Donnell Henry, regarde, tu ne sais jamais à quoi t'attendre avec ce gars-là. C'est lui qui a été responsable du premier penalty qui a été accordé au Mexique. Quand tu fais un tag dans la boîte, tu es mieux de ne pas te tromper, puis tu es mieux de le faire pour la bonne raison. Puis tu vois que quand l'attaquant mexicain rentre dans la boîte, je pense que Donnell Henry n'avait pas remarqué que Alistair Johnston avait suffisamment de couverture pour créer assez de problèmes pour incommoder l'attaquant qui n'aurait pas eu un tir de qualité. Puis tu fais confiance à Maxime Crépeau et à Alistair Johnston, mais tu vois que Donnell Henry, il ne regardait pas de son côté gauche à lui. Pour nous, c'est du côté droit. Puis il a juste foncé sur l'attaquant, puis croque en jambe, tombé dans le carré, penalty, et on donne l'avance au Mexique dès le départ. Personnellement, j'espère que ça vient de
cimenté dans la tête de John Herdman que tu ne peux pas commencer Donnell Henry. Tu peux pas rendre Donnell Henry titulaire dans les qualifications de la Coupe du Monde. Tu peux pas. À mes yeux, c'est clair comme l'eau de roche que c'est Steven Vittoria. J'espère que ça, c'est clair. Je ne veux plus voir ce gars-là comme partant. Ben, Daniel Period. Henry, honnêtement, excuse-moi de t'interrompre. Ben oui, pour le penalty, on s'entend que c'était clair. Puis c'est juste que j'ai pas aimé la manière dont il y a eu le cafouillage avec l'arbitrage et tout pour le penalty. Ça m'a un peu embêté. Mais Daniel Henry, honnêtement, j'arrive même pas à comprendre dans quel genre de match il va nous être utile. À part jouer contre les îles des Caraïbes avec 15 000 habitants. Désolé, là, je suis peut-être un peu condescendant, mais je vois difficilement comment il peut nous être utile dans des matchs importants comme le Ocho, par exemple, l'Octogone, ou je sais pas comment on veut appeler ça maintenant. Mais j'ai beaucoup de difficultés à imaginer. Déjà, honnêtement, le faire voyager de Corée jusqu'au Salvador ou en Jamaïque ou aux États-Unis, je trouve pas ça très pertinent parce que je pense pas que c'est une très bonne idée de le mettre titulaire. Et si c'est pour l'appeler comme remplaçant, ben, je pense qu'il y a d'autres gars qui peuvent aider là, qui sont ailleurs. Non, mais tu n'avais pas vraiment le choix parce que Scott Kennedy, son club de Bundesliga 2, le John Rosenberg, n'ont pas voulu le laisser partir pour la Gold Cup. Ouais, mais ça, on aurait pu les forcer, là. C'est pas vraiment, je veux dire, Ben, c'est parce que, tu oui. sais, puis c'est la même chose avec Scott Arfield. Puis je comprends où est-ce qu'il dit, où est-ce qu'il dit, tu sais, t'es appelé, tu dois y être. À quelque part, tu sais, tu dis, puis je regardais cette semaine, Scott Arfield a commencé le match pour Rangers, puis il a joué en qualification pour la Ligue des Champions. Tu sais, à quelque part, il faut que tu fasses le calcul. Est-ce que tu risques un gars comme Scott Kennedy puis Scott Arfield dans une Gold Cup, puis il risque de se blesser, puis là, tu pars ces deux-là pour les qualifications de Coupe du Monde et pour les clubs, ou tu les laisses rester en Europe, tu les laisses se préparer pour la saison, tu les laisses jouer à un niveau de foot qui est plus haut et tu fais appel à eux pour les matchs qui comptent. Moi, je pense que Jan Rosenberg, le club de Bundesliga 2 de Scott Kennedy, je pense qu'ils ont communiqué à l'équipe canadienne, on veut le garder, on a besoin de lui. Puis je pense que Rangers ont fait la même chose avec Harfield. Puis Harfield, il a dit, ben, regardez, moi, je dois me préparer pour les Ouais, puis il qualifications y de avait Ligue des Champions. puis il y avait une énième blessure, Arfield. Puis c'est Euh, pas juste ça, tu sais. C'est parce qu'il faut comprendre aussi qu'est-ce qui se passe à Rangers. Rangers, c'est un club ils n'ont pas juste gagné le championnat écossais, ils ont écrasé le championnat écossais. Puis il ne faut pas oublier que Rangers a fait beaucoup plus pour le championnat écossais l'année dernière que Celtic a fait en je ne sais pas combien de temps à cause de la performance de Rangers. Mais c'est ça qui a donné une place supplémentaire en qualification de la Ligue des champions pour l'Écosse. C'est la performance de Rangers. Puis Scott Arfield a été instrumental dans la performance de Rangers. Puis il ne faut pas oublier qu'avec l'âge de Scott Arfield, mais Scott Arfield, le poste de partant à Rangers, c'est pas garanti du tout, du tout, du tout. Tu as beaucoup de monde, tu as beaucoup de jeunes nouveaux joueurs qui rentrent dans Rangers, qui ont faim, qui se battent pour un poste de partant. Puis Scott Arfield, son poste de partant n'est pas acquis du tout, du tout, du tout. Il doit se battre pour. Fait que t'imagines un Scott Arfield qui vient en Gold Cup qui se blesse contre la Martinique, puis à cause que la Martinique, c'est pas un pays membre de la FIFA, mais gagner contre la Martinique, ça te donne pas de points. C'est comme un match qui veut presque rien dire. Fait que tu imagines un Scott Arfield qui se blesse contre la Martinique, ça va lui prendre je ne sais pas combien de temps pour se remettre. Il perd son poste de partant avec Rangers. Il ne joue pas de match de Ligue des Champions. Oui, on va le rappeler pour la qualification de la Coupe du Monde, mais il est beaucoup plus utile pour nous s'il joue à ce niveau élevé de foot en Ligue des champions européenne. Même chose pour Scott Kennedy. Fait que Et même moi, chose pour les joueurs qui ont leur pré-saison, comme Jonathan David, tout parce qu'on veut les avoir frais pour le haut show. À la limite, je peux comprendre. C'est exactement, juste comment dire, Donny Henry, je suis d'accord avec toi. Là, on n'avait pas vraiment le choix de l'appeler. Puis ils n'ont pas voulu appeler le joueur de CanPL parce qu'ils n'étaient pas vraiment frais. Puis ils se sont dit, ben, tant qu'à les ramener comme backup, ben, on vaut mieux qu'ils jouent. Tu sais, il y avait le tournoi aussi. Ben, le tournoi, en tout cas. Il y avait le kick-off à Winnipeg et tout. Donc, on s'est dit,
vaut mieux les laisser, ça va être plus profitable pour eux d'aller faire le kick-off dans une bulle à Winnipeg. Là, faut dire que c'est des circonstances qui sont pas normales. Parce qu'en temps normal, on aurait complété l'effectif avec des gars de CanPL qui auraient commencé la saison depuis 3 mois, qui auraient commencé la pré-saison depuis 4 mois. Ouais. Malheureusement, on les a pas, donc on est obligé d'appeler des Daniel Henry, puis des Frank Stirring, puis des joueurs comme ça. Puis on est dans des circonstances qui sont pas normales. C'est juste que ça reste quand même frustrant que Daniel Henry soit obligé de jouer des matchs titulaires contre des gros adversaires. C'est ça qui Absolument. Puis, tu sais, on n'avait pas, tu sais, on n'avait pas beaucoup de choix. Tu sais, tout le monde sait que Steven Victoria a été suspendu dans son match contre le Costa Rica, donc il ne pouvait pas jouer avec nous. Est-ce que tu fais jouer un Frank Stirring qui a quitté son club aux Pays-Bas, donc maintenant il est sans club? Oui, il a impressionné pendant les pratiques avec l'équipe canadienne, mais tu ne sais pas trop à quoi t'attendre avec lui. Puis là, tu fais face au Mexique, tu fais face au Costa Rica, puis potentiellement en finale. Tu ne vas pas faire rentrer quelqu'un de nouveau comme ça. Puis la profondeur qui est en Europe, ben, tu as Menjrekal James qui a été vendu à un club danois. Je pense que je vais massacrer le nom. C'est Vejle Bold Club. Donc, il faut qu'il mérite du temps de jeu là, puis il se démarque avant qu'il revienne dans le giron canadien. Il y a Puis, aussi. Ouais, vas-y, t'allais le dire, vas-y, excuse-moi. ouais, les Whitecaps de Vancouver ont prêté Derek Cornelius au club grec de première division Panetolikos. Donc là, ça reste à voir. Est-ce que Derek Cornelius va être capable de gagner un poste de partant, gagner des minutes premièrement, gagner un poste de partant et exceller en première division grecque? Parce que si Derek Cornelius excelle en première division grecque, comme il a réussi à exceller pendant les qualifications pour les Jeux olympiques, là, tu n'as pas le choix de considérer Derek Cornelius comme un sérieux candidat au poste de défenseur central, mais c'est trop tôt pour faire tout ça. Donc, tu étais pris avec Donnell Henry, mais en même temps, tu veux donner la chance au coureur parce que Donnell Henry, c'est une personnalité il a du leadership, il a le respect des joueurs, puis il a le respect de John Herdman, puis c'est difficile pour John Herdman de juste dire à Donnell Henry, OK, Donnell, on va s'asseoir sur le banc. Toi et moi, on va avoir une petite conversation. Tu sais, mon Donnell, je t'aime bien, mais tu n'es pas dans mes plans. Tu peux pas vraiment faire ça. Fait que, tu sais, avec l'alignement que tu as, tu dois le laisser jouer, puis c'est à lui de te prouver qu'il mérite d'être là ou il va te prouver qu'il ne mérite pas d'être partant. Puis je pense que Donnell Henry, il est excellent, il a d'excellentes aptitudes. Donnell Henry a tout ce qu'il a de besoin pour être un des meilleurs défenseurs dans l'alignement ou dans la région, c'est entre les deux oreilles. Moi, j'ai toujours pensé que ce joueur-là n'est pas capable de te donner une performance de 90 minutes. Pas contre des équipes fortes. Il va te donner 60, il va te donner 30 minutes, il ne peut pas te donner 90 minutes. Puis le problème avec Donnell Henry, tu ne sais pas s'il est capable de te donner 45 à 60 minutes. Est-ce que c'est les premiers 60 minutes qu'il va te donner ou c'est les derniers 60 minutes qu'il va te donner? C'est comme tu jettes les dés. Puis tu sais, en qualification de Coupe du Monde, tu peux juste pas te permettre ça, tout court. Ouais, effectivement, c'est pour ça que je t'ai dit que pour le haut show, je vois difficilement comment. Mais en espérant que Cornelius et James gagnent du temps de jeu puis soient opérationnels. Même chose pour peut-être Didic en ML, en CanPL. Même à la limite, Yakovic, il peut dépanner. Même pas. Regarde, pense à Dominique Zator. Je regardais le match aujourd'hui, York United contre Forge FC. Puis je sais que le monde va dire, ben là, c'est la CPL, on se calme. Là. Mais Dominique Zator a passé un cheveu de se faire prêter en Championship, deuxième division anglaise. Donc, je reste d'avis que c'est le meilleur défenseur central de la CanPL. Aujourd'hui, si ce n'était pas de lui, York United ne gagnait pas contre Forge à Hamilton. Je pense que Zator, qui a déjà été appelé une fois pour l'équipe canadienne, en tant que joueur de profondeur, j'aime bien la CanPL, mais je ne suis pas dans les nuages non plus. C'est pas un partant. C'est un joueur que tu appelles si tout le monde est blessé puis tu as besoin de faire une rotation d'effectifs. Moi, je pense que Zator est excellent. Je pense qu'il a dépassé la CanPL depuis il y a 2 ans, moi, à mon avis. Donc,
C'est juste qu'on est dans une bulle, puis il n'a pas joué assez de matchs, donc je peux comprendre pourquoi on l'a pas. Mais l'avenir, tu sais, John Herdman n'a pas été vraiment engagé pour le cycle de 2022. Lui, il a été engagé pour le cycle de 2026. Fait que lui, il met la table pour la Coupe du monde de 2026 qui va jouer au Canada, aux États-Unis, au Mexique. C'est juste que là, avec la performance qu'on a vue en Gold Cup, je pense qu'on a l'équipe pour faire la Coupe du monde de 2022. Ben oui, tu sais, il suffit juste que les joueurs répondent. Ben, en fait, le gros problème, c'est qu'on n'avait pas vraiment une idée de la capacité des joueurs à répondre présent contre des gros morceaux de la CONCACAF. Mais là, avec le match contre les États-Unis et le Mexique, on voit que c'est pas impossible qu'on aura tout l'effectif qu'ils auront. Ben, tu sais, de toute façon, une équipe nationale, c'est pas comme un club. Tu peux jamais avoir tout le monde disponible en même temps, là. Il y a tellement de blessures, de ci, de ça. C'est difficile d'avoir le 11 type. Quand ça arrive, c'est un événement, là, puis les gens s'en rappellent. Donc, j'ai plus l'impression que on va avoir un peu, comme tu sais, quand il va y avoir des 2, 3 matchs dans la même fenêtre FIFA, ben, il va y avoir un peu de rotation. Puis, il va falloir vraiment, avec ce qu'on a vu à la Gold Cup, il va falloir vraiment utiliser la profondeur au maximum. Là, ce qui est bien, c'est qu'en CanPL, entre-temps, ben, il y a des joueurs qui font leur bonhomme de chemin, qui peuvent compléter un peu l'effectif. On a des joueurs qui vont peut-être, tu sais, qui font leur pré-saison en Europe, qui vont revenir en forme. Tu sais, il y a toutes sortes de. Le bassin s'agrandit aussi, hein. Il y a beaucoup de Canadiens qui sont un peu partout dans le monde, qui ajoutent de la profondeur. Donc, l'idéal, moi, la première chose, c'est pas de que tout le monde soit là en même temps, c'est que tout le monde qui est appelé réponde présent. C'est là Ben, que nos amis Scott Arfield et compagnie sont un petit peu à questionner, là. tu sais, pour venir sur le match contre le Mexique, tu sais, c'est un match qu'on a perdu 2-1, mais tu sais, on a beaucoup appris de l'équipe canadienne. Puis ça, on l'avait vu aussi contre le Costa Rica. On a vu que le Canada, puis ça, c'est au crédit de John Herdman. Premièrement, l'équipe canadienne, puis là, j'y vais avec mes constats. Fait que là, je passe à la section constats. C'est quoi mes constats de la Gold Cup et de ce match-là? Mon premier constat, c'est que le Canada n'a pas peur du Mexique, n'a pas peur des États-Unis. Puis tu vois, puis quand je parle de peur, c'est que vous le voyez. Tu sais, vous voyez souvent, puis ça, c'est quelque chose qui c'était un gros problème avec les États-Unis. Les États-Unis étaient capables de jouer n'importe qui dans la région, puis vous voyez, quand vous regardiez un match Mexique, États-Unis, vous voyez que les Américains jouaient d'une façon complètement différente. Fait que la possession du ballon était du côté mexicain. Les Américains essaient de limiter les dégâts. Les Américains, comme on disait en anglais, parking the boss. Puis là, tu vois que les Canadiens ne jouent pas du tout comme ça. Fait que quand on a joué contre les Américains, quand on a fait le changement tactique à 4-4-2, les Américains ont complètement parké le boss eux-mêmes. C'est juste qu'on n'était pas opportunistique pour les chances de marquer, mais on a dominé le milieu de terrain, on a dominé la possession. Puis moi, j'ai regardé la Gold Cup et j'ai toujours trouvé que le Canada jouait un meilleur foot que les Américains. Les Américains, ils sont très bons défensivement. Ils ont extrêmement impressionné défensivement et ils ont été très opportunistiques sur leur chance de marquer. Mais je trouve que le Canada, en général, jouait un meilleur foot. Si tu parles du match contre le Costa Rica, ça a été une domination totale avec Stephen Eustáquio. Puis je reviens sur le match contre les Américains. On a dominé les Américains sans Stephen Eustáquio qui était suspendu. Pour ce qui est du match contre le Mexique, un Stephen Eustáquio qui était moyen, mais on a quand même, en deuxième demi, quand on a fait l'ajustement tactique pour le 4-4-2, le Canada a amené le match dans la face du Mexique. Les Mexicains étaient complètement débordés. Les Mexicains étaient complètement dépassés. Je pense que les Mexicains, puis je vais être franc, honnêtement, les Mexicains ne sont pas habitués de se faire jouer ce genre de match-là en CONCACAF. Je pense que les Américains l'ont fait une fois, puis c'était le match en Ligue des Nations que les Américains ont gagné. Sinon, c'était la seule fois que j'ai vu les Américains prendre le match et genre donner un coup de poing au visage aux Mexicains puis dire non, non, on va jouer à votre niveau, on va jouer le jeu de possession puis on va jouer du beau foot. Le Canada a été capable de le faire cette fois-ci, puis je pense que les Mexicains s'y attendaient pas du tout. Je pense qu'on a été très sous-estimés. L'autre chose que je pourrais amener là-dessus,
Si tu parles, premier constat, si tu prends, moi je pense que le Canada, c'est l'équipe qu'on a amenée, c'était pour tester notre profondeur. Parce que comme tu l'as dit, en qualification de Coupe du Monde, ça va être 3 matchs par fenêtre FIFA pour les qualifications. Donc, tu vas devoir faire une rotation de ton effectif. Donc, c'était vraiment une audition pour l'effectif. Fait que si je commence avec l'attaque, Junior Orlet a prouvé que c'est un gars que tu veux amener avec toi. Moi, je pense que Tayshaun Akindele, je l'ai trouvé très lent. Je l'ai trouvé toujours quelques secondes en retard sur le jeu. Je trouvais qu'il était juste là pour être opportunistique s'il y avait un ballon qui venait de son côté. Sinon, moi, je pense que Tayshaun Akindele n'apportait pas grand-chose. Puis j'ai même trouvé euh, Corbiano beaucoup plus dangereux. Donc, je pense que Tayshaun Akindele, tu peux laisser tomber un peu. Pour ce qui est le milieu de terrain, Stephen Eustaquio a prouvé que c'était un des meilleurs milieux en CONCACAF. Il y avait beaucoup d'Américains qui nous narguaient, qui disaient c'est qui ce gars-là, on ne le connaît pas. Puis, tu sais, c'est pas un Pulisic, c'est pas un Tyler Adams, c'est pas McKinney. Puis finalement, après ce tournoi-là, tout le monde connaît Stephen Eustaquio dans la région, puis c'est ce que j'aime. Puis moi, j'aime leur rappeler, ben, OK, Stephen Eustaquio, c'est sûr qu'il va jouer. Vous vous attendez à Marc-Anthony Kay puis Jonathan Osorio. Je ne suis pas convaincu que Marc-Anthony Kay et Jonathan Osorio sont des partants parce que les deux ont eu des performances très inégales pendant le tournoi. Puis je pense que Scott Arfield, c'est ce que tu as besoin. Tu as besoin d'un Scott Arfield qui joue avec Stephen Eustaquio et tu as besoin d'un Atiba Hutchison qui va jouer 2 matchs sur 3 ou peut-être 1 match et demi sur 3 avec substitution. Sinon, tu as David Wotherspoon qui a repris là où est-ce qu'il a laissé la saison dernière avec St. Johnstone en Écosse et qui va disputer un match demain en Europa League contre les géants de la Turquie, le Galatasaray. Le Galatasaray. Donc, je pense que tu as assez d'armes au milieu pour utiliser un Osorio ou un Marc-Anthony Kay comme joueur de profondeur. Puis ça, c'est bon, ça. Tu sais, il ne faut pas que le monde s'offusque que je dise que Marc-Anthony Kay et Jonathan Osorio, c'est des joueurs de profondeur. C'est ce qu'ils sont. Même chose pour Samuel Piette. J'ai rien contre Samuel Piette, mais c'est un joueur de profondeur pour moi. Et c'est une bonne chose. Tu as besoin d'un gars comme Samuel Piette pour fermer un match quand tu l'avance. Et il le fait très bien. Pour ce qui est des pistons, moi, je pense que ce qu'on a appris, c'est que du côté gauche, ben, ça appartient à Alphonso Davies. Ça, c'est clair. Mais ce qui est intéressant, c'est que qu'est-ce que les autres équipes en CONCACAF vont faire quand on va leur lancer Alphonso Davies comme piston gauche, Tajon Buchanan comme piston droit, euh, Jonathan David à l'offense, à l'attaque, avec un Kyle Larin en santé. D'ailleurs, Kyle Larin qui est, selon les rumeurs, beaucoup de clubs français veulent les services de Kyle Larin. Je crois qu'on parlait du RC Lens pour Kyle Larin. Et je Euh, crois que Lens sont pas descendus les saisons dernières. Il me semble qu'ils sont restés en Ligue 1. oui, Lens est resté en Ligue 1. Je pense ils ont fait une bonne performance. Pour ce qui est de Karl Larin, je peux te trouver ça tout de suite. Je sais que son club demande un minimum de 8 millions de dollars pour vendre Karl Larin parce qu'il a refusé une prolongation de contrat à Beşiktaş en Turquie. OK. Donc, on parle c'est pas Lens, c'est Rennes, Bordeaux et l'Olympique de Marseille. Je pense que Adi serait très content d'avoir un Karl Larin à Marseille. Je te salue, Adi. Ouais, Donc, c'était un journal turc qui avait parlé de 3 clubs français, ouais. ouais, c'est Bordeaux, Rennes et Marseille. Donc, ce serait excellent pour l'équipe canadienne d'avoir ces options tu sais, avoir des joueurs canadiens qui jouent à ce niveau-là, qui peut aider l'équipe nationale. Puis, tu sais, juste pour revenir pour Tajon Buchanan, tu me demandais c'était quoi la révélation? Ben, c'est lui. Tu sais, Tajon Buchanan, c'est un gars qu'on n'était même pas sûr qu'il avait d'affaires sur l'équipe nationale senior. C'est pour ça qu'on l'a envoyé dans les qualifications olympiques avec l'équipe U23, où est-ce qu'il a impressionné. Et tu sais, son but contre les Mexicains, c'était de toute beauté. Tu sais, tu le regardes, il déjoue tout le monde. Et son tir qui était parfait, qui ras le sol avec une puissance qui, dès que ça frappe le fond du filet, qui touche le sommet du filet. Et tu sais, je sais pas pour toi, mais quand j'ai vu ce but-là, moi, j'ai pensé à c'était. J'ai adoré.
Tejan Buchanan, je pense que. Puis, tu sais, c'est vraiment rare de voir une équipe qui est capable de, de causer le silence, la consternation dans un stade. Tu sais, on parle d'un stade qui avait au-delà de 75 000 fans qui étaient tous vendus pour le Mexique et tout le monde était silencieux. Et plus tard dans la rencontre, ces 70 000 fans-là se sont retournés contre leur propre équipe parce que l'équipe jouait trop sur la défensive. Pourquoi? Parce qu'ils craignaient Tejan Buchanan. Donc, il a mérité sa place sur l'équipe senior. Et on ne va pas oublier Maxime Crépeau qui a fait tout un arrêt sur un penalty. Euh, j'ai quand même trouvé ça bizarre que les Mexicains ont demandé à leur défenseur central, Salcedo, de prendre le penalty. Et Maxime Crépeau qui a bien lu le jeu puis qui a fait tout un arrêt. Fait que je ne sais pas pour toi si tu avais des commentaires sur le match pour Canada-Mexique. Je ne sais pas si pour toi, c'est quoi ta première étoile, c'est quoi ta révélation, c'est quoi ta déception. Euh, Puis après, j'aurais une autre question pour toi. Ben, honnêtement, j'ai trouvé que Junior Hoilett, pendant la Gold Cup, il a répondu présent. Ben, je pense que aussi, on va pas se mentir, le fait qu'il cherche un nouveau club, ça doit donner pas mal de motivation. Surtout quand il s'était blessé, je pense contre le Suriname ou contre Haïti, qu'il s'était blessé, puis que on avait peur pour lui justement parce que ça pouvait affecter ses chances de transfert. Mais Buchanan, pour de vrai, oui, c'est toute une révélation. Puis il a été révélé au monde entier aussi parce que même si au niveau mondial, les gens décrédibilisent ou sous-estiment la Gold Cup, les recruteurs, eux, ils la regardent quand même. Donc, Buchanan, je pense pas que ses prestations sont passées inaperçues et encore moins son but. Sinon, dans l'ensemble, j'ai trouvé qu'est-ce qui était dommage lors de l'événement, c'était un peu la forme physique des joueurs. C'est pas vraiment de leur faute, mais c'était un peu comme une tâche sur le tournoi. C'était les blessures avant le tournoi, pendant le tournoi. C'était un peu tu sais, au point où tu te demandais ça valait-il vraiment la peine d'avoir le tournoi cette année, là. Mais sinon, moi, je trouve qu'on en ressort grandi avec une profondeur additionnelle, avec tu sais, un jeu sans complexe. Mais moi aussi, ce que je trouve un peu dommage, peut-être ça c'est causé par les blessures, c'est un peu l'incertitude tactique. Tu sais, des fois, Herdman, il s'ajuste, mais des fois, il veut tellement tenir son schéma qu'il est prêt à mettre des joueurs hors position. Puis ça, c'est quelque chose qui m'embête un peu, là. Mais dans l'ensemble, je pense que c'est quand même, on peut être fier de l'équipe. Et là, maintenant, il faut vraiment, mais vraiment se projeter vers les qualifications pour la Coupe du Monde. Justement, Avec, vas-y. je t'amène là-dessus. C'est quoi le message qu'on envoie au reste de la région avec la performance du Canada en Ligue des Nations, en qualification pour la, la première et deuxième ronde de la qualification Coupe du Monde et notre performance en Gold Cup? C'est quoi le message que tu penses qu'on envoie au reste de la région? Mais moi, je pense que le message, c'est le Canada est un grand de la CONCACAF. Et si vous ne le savez pas déjà, ben, on va vous le prouver dans le tournoi de qualification à la Coupe du Monde. Excellent. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense qu'on vient d'envoyer le message au Mexique et aux Américains que nous sommes de retour parce que je pense que pour le bien de nos auditeurs, il faut que nos auditeurs comprennent que le Canada n'a pas toujours été comme ça. Je pense que c'est cyclique. Je pense que tout le monde tombe dans des cycles où est-ce que ça va un petit peu moins bien. Le monde doit se rappeler, puis moi, je suis un amoureux de l'histoire. Alors, pour ce qui est pour ce qui est du Canada, ben, il faut. Tu sais, le Canada, dans les années 80, était très fort. Ils ont failli participer à la Coupe du Monde en Espagne dans les années 80. Puis, on a participé à la Coupe du Monde en 86. Il ne faut pas oublier que le Canada a quand même fait l'hexagonal pendant tout au long des années 90. Et en 1994, on a passé à un cheveu de se qualifier pour la Coupe du Monde aux États-Unis. On s'est quand même qualifié pour les séries éliminatoires pour intercontinental contre l'Australie qu'on a perdu en tir de barrage. Donc, c'est seulement vraiment depuis après 98 qu'on a pu, on s'est pu, on a pu été dans
dans l'hexagonal. On a quand même gagné la Gold Cup en 2000, mais après, tu peux dire que le Canada, ça a été un déclin flagrant entre 2000 jusqu'à maintenant, on pourrait dire 2017 quand Alphonso Davies s'est joint à l'équipe, parce que là, tu as vu que le Canada était meilleur. Mais tu sais, dans les années 80, 70, le Canada, c'était quand même une bonne équipe. Si tu regardes les performances du Canada depuis que le Canada s'est joint aux qualifications de la Coupe du Monde dans les années 60, les Américains n'ont jamais été capables de se rendre en phase finale euh, pour une Coupe du Monde, car le Canada avait de meilleures performances. Il les éliminait, gagnait plus de matchs contre eux. Euh, c'était une des bonnes équipes de la CONCACAF. C'est juste qu'on est tombé dans un creux, mais je pense que là, on remonte le creux, on se sort du creux. Je pense qu'on va être capable de prouver qu'on est dans le top 3 de la CONCACAF. Je pense qu'on a déclassé le Costa Rica. Puis pour tous ceux qui disent, ben, tu sais, le Costa Rica, ils n'ont pas leur équipe A parce que Keylor Navas, le gardien du Costa Rica qui joue pour le Paris Saint-Germain, n'est pas là. Ben, regardez, oui, Keylor Navas, c'est peut-être le meilleur joueur de la CONCACAF. Ben, on disait ça au dernier cycle, j'y crois pas pour ce cycle-ci, pour ce cycle-là. Mais regardez, il y a un jeune de 21 ans qui s'appelle Jonathan David qui a déjoué Keylor Navas avec Lille. Fait que s'il peut le faire avec Lille puis avec des coéquipiers qui lui passaient pas vraiment le ballon puis qui sont mangeux de ballon, désolé, je veux pas être méchant si nos amis français écoutent. Oui, Lille passer le ballon un peu plus souvent à Jonathan David, il y a des belles choses qui se passent. Imaginez une équipe canadienne qui reconnaisse le talent à Jonathan David, puis qui lui passe le ballon, qui lui fait des belles passes. Puis là, tu as un Stephen Eustáquio qui a une vision de jeu extraordinaire et un Scott Arfield qui va trouver des ouvertures et un Atiba Hutchison qui va repérer Jonathan David, appuyé de Tajon Buchanan et Alphonso Davis. Le Canada, c'est une équipe extrêmement dangereuse. Puis, pour ceux qui s'inquiètent de notre défensive, ben Scott Kennedy, à mon avis, le défenseur qu'on possède, il a joué en fin de semaine en Bundesliga 2 et il a marqué un but. Premier match, premier but, solide performance défensive. Je pense que défensivement, on a prouvé que non, on n'est pas les meilleurs de la région défensivement, mais on n'est pas aussi exécrable que le monde le croit. Je pense qu'on a prouvé en Gold Cup que défensivement, le Canada n'est pas aussi et pas pire que le Honduras. On n'est pas pire que le El Salvador. On n'est pas pire que le Qatar. On n'est pas pire que le Costa Rica. Hein, j'irais même plus loin, on n'est pas aussi pire que les Américains. On s'est quand même débrouillé. Oui, on a eu des fautes individuelles, mais c'était pas si pire. Moi, je pense qu'on va bien faire pour les qualifications de la Coupe du Monde. Et tenez-vous bien, le Canada arrive. Merci, Alex. Et pour le dernier segment, je voulais faire un petit retour sur la CanPL. Et puis les clubs ont commencé à jouer à la maison. C'est honnêtement, c'est rafraîchissant de voir ça. Rafraîchissant dans tous les sens du terme parce qu'Halifax a eu bien de la pluie il y a quelques jours contre Ottawa. Il y a eu des derbies, si on veut, entre Edmonton et Calgary qui sont quand même derby. C'est une rivalité provinciale. Là. Ils sont à quoi? À 4 heures de route. Là. Je l'ai faite, la route entre Calgary et Edmonton. C'est quand même 4 heures de route. Mais ils ont quand même une certaine rivalité politique, commerciale, économique, sportive. C'est soldé par une victoire 2-1 de Cavalry. Il y a eu également le match entre le 905 Derby, comme ils disent, le derby de l'autoroute, le derby 905, pas l'autoroute, c'est le code régional, entre York et Forge, qui a eu lieu le 4 août. C'est soldé par une victoire 1-0 de York. Ce qu'on pourrait se rappeler dans ce match-là, c'était le penalty qui a été arrêté par Nathan Ingham de York. Mais sinon, en tout cas, Forge a bien de la difficulté cette année. Oui, oui, le penalty de Tristan Borge, pardon, j'ai oublié de le mentionner. En tout cas,
C'est incroyable. Sinon, il manque pas de contenu en ce moment. Là. La Canadian Premier League reprend ses droits depuis le 30 juillet, là, depuis vendredi dernier. Les matchs ont repris dans les stades. Il y a eu 2 905 Derby. Il y en a eu un autre, par contre, qui a été gagné par Forge le 30 juillet. Il y a, comment dire, il y a un calendrier très chargé entre les clubs, là. Ça joue à chaque 3 jours là, en ce moment. Donc, on invite nos auditeurs à suivre à la Canadian Premier League. Puis, très important, puis ça, j'aimerais avoir ton avis là-dessus. 2 gros transferts qu'il y a eu cette semaine avec Ben Fisk qui signe à Cavalry. Cavalry qui s'est fait un peu comme un plaisir de recruter les bons joueurs des autres équipes, contrairement à d'autres équipes qui recrutent les mauvais joueurs d'autres équipes, en tout cas. Et également, il y a un attaquant espagnol que je connaissais pas, puis je pense que pas grand monde connaissait, qui s'appelle Raúl Uche, qui a signé à Atlético. Il jouait en troisième division espagnole à Valladolid B, l'équipe réserve de Valladolid. Puis il a joué dans d'autres clubs B aussi en Espagne. Puis il avait été également dans une équipe U23 de Premier League. Donc, je le connais pas, je vais pas faire semblant que je le connais. À suivre, là. Je pense qu'il a joué lundi, si je me trompe pas, contre Halifax, là. Ben, on va lui laisser sa chance. Là, toi, tu penses quoi, surtout du transfert de Ben Fisk? Ah, absolument. Ça amène de la profondeur à Cavalerie. Je pense que Cavalerie, ils sont quand même en haut de classe, en haut de peloton dans la ligue. Ils ont quand même eu des débuts moyens pour la bulle à Winnipeg, mais je pense que ça commence à se replacer. Puis j'ai regardé leur match à domicile, puis tu vois que ça commence à ressembler aux vieux Cavalerie qu'on est habitué. Euh, Ben Fisk amène une profondeur certaine, c'est sûr. Euh, Parce que l'attaquant principal pour le Cavalerie, c'est Joe Mason, qui a joué en English Champions League, en deuxième division anglaise. Championship. D'ailleurs, Championship. je veux dire Championship. English D'ailleurs, Champions League, c'est ouais, présomptueux. English Championship. D'ailleurs, il a marqué pour Cavalry dans la victoire contre le FC Edmonton. Donc, si tu permets, je peux passer juste rapidement sur le classement général. Bien sûr, Puis, vas-y, je vas-y. peux te Ben, donner j'ai un. pas voulu en parler parce que les équipes n'étaient pas au même nombre de matchs, mais vas-y, là. Pour l'instant, en date du podcast, en huitième position, c'est l'Atlético Ottawa avec 7 points, donc 2 victoires, 6 défaites, un match nul. Mon commentaire sur l'Atlético Ottawa, c'est contrairement à ce que j'avais vu l'année dernière, où est-ce que je trouvais qu'il y avait une bonne cohésion puis que il dépassait les attentes en termes de qualité de foot. Je pense que c'est un club qui manque de constance. Le milieu de terrain est un peu décousu. Solide performance défensive, mais je pense qu'au milieu de terrain, ça ne marche pas. Je ne sais pas si c'est les nouveaux éléments qu'on amène de l'Espagne qui n'ont pas eu le temps de geler avec le noyau. Peut-être que c'était la bulle à Winnipeg, parce que je sais que ça ne doit pas être facile pour les équipes qui visitent d'être pris à Winnipeg pendant un mois. Je n'ai jamais été à Winnipeg, j'ai rien contre Winnipeg, mais ça doit être difficile. Ben, Donc, juste avec le surnom que Winnipeg a, ça donne pas vraiment le goût de, ben, se- de visiter, là. c'est les conditions. Il faisait chaud, puis c'est un terrain synthétique, puis les joueurs se plaignaient souvent sur les médias sociaux à quel point que la température était élevée, puis ça prenait beaucoup pour convaincre la Ligue de changer l'heure des matchs. Donc, c'était pas facile. Puis, tu es à l'hôtel, puis tu es loin de ta famille pendant que Valor, ils sont à la maison, puis ils sont à l'aise, right? Donc, Atlético, je pense que c'est là. Ils sont en queue de peloton, puis je pense qu'il y a un manque de chimie au milieu de terrain, un manque de chimie entre les joueurs en général, puis ça paraît sur le jeu. Avec un très gros manque de constance dans leur jeu. Sinon, ensuite, c'est les Wanderers de Halifax qui sont en septième place avec 3 victoires, 4 défaites et 2 matchs nuls. Donc, début de terrain, pas début de terrain, début de saison atroce pour les Wanderers de Halifax. Hakim Garcia qui a l'air complètement pas en forme, qui est très lent.
ils ont quand même perdu James Geffard qui a dû se rapporter à l'équipe d'Haïti pour les qualifications de Coupe du Monde. Donc, et leur entraîneur-chef, leur entraîneur Stephen Hart, qui a eu des problèmes de santé. Donc, il Ah, y a eu. excuse-moi de t'interrompre, mais quand tu as parlé de l'Atlético Ottawa, il y Ouais, avait aussi Telfer qui est revenu de la Gold Cup et qui a marqué dès son retour, là. exactement. Donc, ça, je pense que ça va leur faire du bien à l'Atlético. Mais moi, je continue à penser que le milieu de terrain, c'est ce qui leur fait vraiment mal. Ils ne sont pas capables de contrôler le jeu, ils ne sont pas capables de jouer leur propre jeu, ils sont trop faciles comment dire, à déranger. Et c'est trop facile de sortir l'Atlético de leur jeu. Pour revenir aux Wanderers, je pense qu'un retour à la maison, ça leur fait du bien. J'ai regardé leur match qu'ils ont disputé alors qu'ils accueillaient. euh, C'était bien sûr. Euh, Zachary de la pluie, ouais, Zachary de la pluie. Ah oui, il y avait beaucoup de pluie, mais tu sais, il faut quand même saluer les partisans des Wanderers qui accueillaient d'ailleurs l'Atlético Ottawa. Et ils avaient vraiment l'air d'un club différent. Puis il ne faut pas oublier que les Wanderers, ils ont été très solides à la maison en 2019. Donc, je pense qu'on commence à faire dans la continuité. Puis là, on voit vraiment que quand on parle des Wanderers de Halifax, ce n'est pas nécessairement le club de Hakim Garcia, mais on va commencer à dire que c'est le club de Joao Morelli. Joao Morelli, qui est tout un joueur, puis tu vois qu'il commence à s'affirmer sur le terrain. Et le jeune Brésilien, c'est son club. Puis je pense que les Wanderers à la maison vont être très difficiles à battre. Ensuite, en sixième position, vous avez le FC Edmonton. 3 victoires, 5 défaites, 2 matchs nuls à 11 points, en égalité avec les Wanderers qui sont également à 11 points. Le seul commentaire que je vais faire avec le FC Edmonton, ben, la défensive, c'est Amr Didic. Donc, si Didic a un mauvais match, ça ne va pas être facile pour le FC Edmonton. Mais ça commence à se placer à l'attaque. Parce que là, tu vois Easton Ungar qui commence à se réveiller, qui marque des buts. Tu as Fraser Aird qui est un excellent joueur qui alimente l'offensive du FC Edmonton. Donc, le FC Edmonton, ce ne sera pas le pire club cette année. Puis, mine de rien, il ne faudrait pas vous surprendre de peut-être voir le FC Edmonton chatouiller les 4 premiers au classement général. Donc, bravo FC Edmonton. Bravo à Easton Ungaro qui commence à montrer tout son talent. J'ai toujours cru aux jeunes garçons de 6 pieds 7. Avec cette taille-là, tu ajoutes 20 livres de muscles à 6 pieds 7 avec ses habiletés. Puis je pense que Easton Ungaro peut aller très loin. Très habile, très rapide pour un jeune homme de sa taille. Euh, je pense qu'il doit juste continuer à travailler, mais ça commence, ça débloque. Il commence à marquer des buts et ça, c'est une très bonne nouvelle pour le FC Edmonton. York United, équipe jeunesse de la CanPL, le rebranding. York United qui a décidé de s'affirmer comme club de Toronto. Donc, York United, c'est Toronto. C'est 3 victoires, 4 défaites, 3 matchs nuls. Le commentaire que je vais faire du York United, malgré le jeu d'improvisation de Jim Brennan, leur entraîneur, parce qu'à chaque match, c'est un peu du n'importe quoi. Euh, la seule constance, c'est Edin Abzi, qui connaît une excellente saison, qui prouve sa versatilité et qui est très versatile, qui prouve qu'il peut jouer comme latéral gauche, qu'il peut jouer comme milieu gauche, qu'il peut jouer comme ailier gauche, il peut jouer partout et exceller. Sinon, les jeunes, Lowell Wright et Max Ferrari, je pense que York United ont en ces deux joueurs-là quelque chose là. Lowell Wright qui a seulement 17 ans, qui est capable de marquer des buts, qui est capable d'être dangereux, et Max Ferrari, milieu de terrain de 20 ans ou 21 ans, qui est très créatif, je pense que la majeure partie de la créativité du milieu de terrain de York United passe par lui. Je crois que York United vont être capables de vendre un ou les deux joueurs à une ligue plus forte. Je pense que York United ont trouvé quelque chose là. Et l'autre point que je voulais amener avec York United, Dominique Zator à la défense, c'est un rock. Tu vois la différence. Je regardais le match aujourd'hui contre Forge. Si ce n'était pas de Dominique Zator, Forge devait perdre ce match-là. Ensuite, quatrième position, les champions en titre, le Forge.
FC de Hamilton en Ontario, 5 victoires, Ou comme la 5. CONCACAF aime le dire, Hamilton Forge. Ouais, ouais, absolument. Mais tu sais, pour la majorité du monde sur le continent nord-américain, c'est où ça, Hamilton, puis qu'est-ce que ça mange dans la vie? C'est à côté des chutes Niagara, là. Puis ça, c'est les fans les joueurs je pense que c'était le club guatémaltèque là, qui avait joué contre Forge, qui avait été aux chutes Niagara, là. Ouais, ben, tu sais, quand j'habitais au Québec, quand j'étais jeune, tu sais, qu'on me parle d'Hamilton, j'avais aucun. Tu sais, Hamilton, ça me disait absolument rien. Tu sais, Hamilton, c'est vraiment une ville que c'est plus le monde en Ontario connaissait Hamilton. C'est une des plus grosses villes en Ontario. Quoique pour le reste du continent, Hamilton, chose à personne. Mais c'est quand même les champions en titre, 2 titres consécutifs. Ce que je vais dire de Hamilton, c'est je crois que ça commence à se replacer. On a vu que le milieu de terrain avec Kyle Becker joue du très bon foot au fur et à mesure que la saison avance. Je pense que la défensive commence à se replacer. Il joue un jeu beaucoup plus constant. Mon inquiétude avec Forge FC, c'est Tristan Borges, qui est l'ombre de lui-même. C'est pas le même joueur qu'on a connu en 2019. Je ne sais pas ce qui va arriver avec lui. J'espère que ça va se replacer, mais Forge ont besoin de lui pour percer en CONCACAF League. Puis si Borges ne retrouve pas au moins le niveau qu'il avait en 2019, Forge n'iront pas loin en CONCACAF. Je ne crois pas que Forge va répéter comme champion pour une 3e année consécutive. J'y crois pas cette année. Je pense que dans les buts, ils vont devoir avaler la pilule et trouver mieux. Et je crois que Paolo Sabac, c'est un bon joueur, mais je pense que c'est insuffisant pour ce qu'on nous avait vendu, qui était supposé être supérieur à Tristan Borges de 2019. Je ne le vois toujours pas. Et Tristan Borges, qui n'est pas comme qu'il était en 2019, c'est plate, mais ça fait mal. Sinon, David Choignard est toujours constant, toujours bon, toujours fidèle à lui-même. Puis Mo Babouli, qui est toujours un très bon joueur, mais tu as besoin de meilleures pièces offensives pour Forge. Fait que j'y crois pas. Sinon, 3e position, vous avez le Cavalry de l'Alberta, de la ville de Calgary, en banlieue sud de Calgary, avec 5 victoires, 3 défaites et 2 matchs nuls à 17 points. Forge avec 15 points, York United à 12 points. Donc, Cavalry qui, je crois que le début de saison était moyen, était correct, mais je pense qu'à la maison, on a vraiment vu le Cavalry qu'on est habitué de voir. Belle exécution, de l'excellent foot. Je crois que la défensive, il faut juste que la chimie commence à prendre. Sinon, il y a trop de talent à la défensive pour imaginer que Cavalry est pas capable d'être une équipe complète. Je pense que c'est une des 2 équipes complètes dans la ligue. Et Joe Mason qui a marqué son but, qui a montré sa qualité contre le FC Edmonton. Je pense que Joe Mason va enfiler les buts. Puis comme tu le disais plus tôt, l'ajout de Ben Fisk et d'autres joueurs offensifs qu'ils ont signés. Tu as José Escalante, tu as Sergio Camargo. Je pense que Cavalry, c'est une équipe qui est extrêmement complète. Euh, donc, je crois aux chances de Cavalry de finalement rafler le titre cette année. Sinon, en 2e place, vous avez le Valor FC de Winnipeg à 6 victoires, 4 défaites, aucun match nul et 18 points. Mon commentaire pour le Valor, pour moi, le Valor FC, c'est les États-Unis d'Amérique de la CanPL. Et je m'explique. À domicile, excellent, dominant, très fort. Ils ont même pas une arrogance, mais ils ont le swag. T'sais, ils ont comme on peut dire une certaine arrogance, une certaine fringueur, je ne sais pas c'est quoi le mot, très à l'aise à la maison, mais sur la route, puis ils viennent de perdre aujourd'hui 2-1 contre le Pacifique à Langford en Colombie-Britannique. Ben, tu sais, Valor, je pense que ça va commencer à s'effondrer sur la route. Ils étaient très bons à la maison, mais j'ai toujours été sceptique qu'ils étaient capables de faire ça sur la route. Et jusqu'à maintenant, c'est en 2 matchs sur la route, c'est 2 défaites. Et je pense que ça va continuer comme ça. Ils ont perdu Andrew Jean-Baptiste pour le reste de la saison en défensive. Oui, ils ont appelé Rocco Romeo du Toronto FC en Ah, c'est prêt. vrai, je l'avais oublié, lui, comme Ouais, transfert. Ben, une chance, tu me l'as rappelé. ouais, c'est pour ça que je suis là, tu sais, je te couvre, right?
Fait que, eh ben, tu sais, c'est quand même un but chanceux. Tu sais, ça dévié sur lui, puis c'est rentré dans le but. Fait que c'est lui qui a le but du Valor, qui a perdu 2-1 contre Pacific ce soir, à l'heure de l'enregistrement. Euh, mais je pense que sur la route, c'est pas la même équipe. Ils sont quand même très bons, très compétitifs, mais tu sais, le petit quelque chose qu'on a vu à la maison dans la bulle à Winnipeg, je le vois pas. Et c'était Andrew Jean-Baptiste. Puis je pense que sans lui, c'est tout un morceau qu'ils viennent de perdre. Je pense que Valor ne resteront pas dans le top 4 d'ici la fin de l'année parce que contrairement à l'année dernière où est-ce que tu avais seulement, je pense que c'était une dizaine ou 11 matchs, ou je pense que c'était même moins que ça, ben, cette année, c'est 28 matchs. Oui, Valor était excellent pendant les 8 premiers matchs, mais est-ce qu'ils sont capables de faire ça pendant les 20 prochains matchs? Pas convaincu. Ouais, ben c'est d'autant plus là que c'est, excuse-moi de t'interrompre, mais que c'est un peu injuste que le tournoi kick-off s'est joué dans le terrain d'une des équipes. Contrairement Mhm. à l'année passée où les Island Games, c'était dans le même lieu c'était en zone neutre pour tout le monde, là. En Tout tout à fait cas, je suis d'accord. désolé, là, c'était mon petit grain de sel. Tout à fait d'accord. J'aurais préféré ça en terrain neutre. Tu sais, j'aurais bien aimé ça soit qu'ils retournent à l'île du Prince-Édouard ou qu'ils retournent ou qu'ils essayent d'aller à Terre-Neuve ou peut-être même à Regina dans le gros stade des Rough Riders de la Saskatchewan, qui est un merveilleux stade. Mais c'était Winnipeg, puis faut faire avec pendant la pandémie. Sinon, en première place, c'est le Pacific FC. 6 victoires, 2 défaites, 2 matchs nuls, 20 points. Et personnellement, puis je sais que je ne les avais pas mis comme champions pour cette année, mais je crois que le Pacifique a tout ce qu'il faut pour gagner le championnat, se rendre en CONCACAF League l'année prochaine, et s'ils gardent les mêmes effectifs, peut-être causer des surprises en CONCACAF League en 2020. Euh, Pacifique, c'est une équipe complète, avec beaucoup de profondeur. C'est un Marco Bustos qui a repris là où est-ce qu'il l'a laissé. Marco Bustos qui marque des buts. Alejandro Diaz, le Mexicain qui est issu de l'excellente et du géant mexicain de Liga MX America, qui marque plein de buts. Terran Campbell, qu'on appelait le Hulk canadien, qui était pour nous la révélation du Pacifique. Tu le fais rentrer comme joueur, comme joueur qui vient du banc, c'est pas méchant du tout. Au milieu de terrain, ben, tu as finalement un Manny Aparicio qui joue dans la bonne chaise, supporté par un Victor Blasco. Et si tu regardes la défensive, excellente défensive. Kaden Chan du côté droit qui combine avec Marco Bustos. Je pense que c'est une des meilleures équipes de la Ligue. Puis bien sûr, il ne faut pas oublier l'excellent entraîneur Pam Duka. Je pense que les joueurs croient beaucoup en lui, achètent sa stratégie et sa façon de faire. Et je pense que pour moi, le Pacifique, c'est un club. Je pense que leur meilleur 11 peut facilement battre n'importe quelle équipe de la CanPL à n'importe quel moment. Puis si je vais sur leur banc, mais tu sais, sur le banc, tu as des gars comme Josh Hurd, Terran Campbell que j'ai déjà mentionné. Puis, tu sais, ils ont quand même fait l'acquisition de Oli Bassett qui a montré sa qualité certaine. Donc, Ouais. pour moi, tu sais, si tu me demandes c'est qui mon top 4, pour moi, 28, tu sais, à la fin des 28 matchs, c'est dur de ne pas voir Pacific, Cavalry, Forge. Je ne crois pas à Valor. Ça va jouer en Edmonton et York. Quoique là, si Easton Ongaro continue comme il fait, peut-être FC Edmonton. Euh, mais je pense que ça va être Pacific, Cavalry, Forge et York United qui vont être top 4. Donc, ça, c'est un peu le topo de la Ligue en date, en date du 5 août 2021. Merci beaucoup, Alex. En tout cas, la CanPL, on aura amplement de temps d'en parler dans les prochaines semaines avec les prochains matchs, une fois que il y aura une certaine tendance, ou peut-être qu'il n'y aura pas de tendance aussi, puis que ça va être serré toute la saison, ce qu'on souhaiterait, là, parce que pour l'instant, c'est encore très serré. Puis j'espère que ça va rester serré encore un moment, là. Tu sais, à part Atlético Ottawa, il y a quand même de la place pour, pour du changement dans le classement. Il y a juste 10 matchs joués,
Halifax et Atlético qui en ont 9. Mhm. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Et bien sûr, on a très hâte de voir ce qui va se passer avec notre équipe nationale féminine aux Jeux olympiques de Tokyo. Donc, merci beaucoup, Alex, pour aujourd'hui. On a travaillé très fort pour cet épisode. Ça me fait plaisir d'être avec toi, toujours de participer et parler de foot canadien avec toi. Et bonne chance à nos chères demoiselles et mesdames de l'équipe féminine canadienne, alors qu'elles vont aller à la guerre pour nous. Et oui, on les supportera à distance. Et pour nos auditeurs, ben, on vous souhaite des bons matchs et à la semaine prochaine.